Le podcast de la CPTS Paris 8. Géraldine Skurnik, tu es endocrinologue et diabétologue à Paris. Et tu es déjà intervenue d'ailleurs au niveau de la CPTS Paris 8. On a travaillé sur diabète, mais on a parlé aussi d'obésité. Et je voudrais qu'on revienne sur l'obésité. Déjà, c'est quoi l'obésité ? L'obésité, en fait, c'est défini par un excès de masse grasse chez un patient. Et en fait, on le définit en consultation via le calcul de l'IMC, qui est un ratio mathématique entre le poids exprimé en kilos sur la taille au mètre carré. D'accord. Et donc, quand on a ce ratio qui dépasse 30, c'est défini comme l'obésité. Il y a différents types d'obésité ? Il y a plusieurs types d'obésité, effectivement. Alors, typiquement, on va distinguer l'obésité qui est plutôt au niveau abdominal, qu'on appelle l'obésité androïde, et l'obésité qui va plutôt s'accumuler au niveau de la partie inférieure du corps, qui est l'obésité gynoïde, avec des risques pour les maladies cardiovasculaires différents. En fait, l'obésité androïde est beaucoup plus amenée à entraîner des complications cardiovasculaires que l'obésité gynoïde. D'accord. Et pourquoi il y en a une qui est gynoïde et l'autre androïde ? Alors, on sait ? Alors, ça peut être lié, en fait, l'obésité androïde, elle peut être favorisée chez les hommes, en fait, par le sexe masculin. Et chez les femmes, ça va plutôt se développer. Ça peut plus se développer, notamment à la période de la ménopause. Et en fait, le lien avec les maladies cardiovasculaires, il se fait avec l'endroit où l'accumulation de graisse a lieu, plutôt au niveau viscéral, en fait, avec le développement d'un syndrome inflammatoire, avec la libération de certaines molécules qu'on va appeler des cytokines pro-inflammatoires, et le développement d'un syndrome qu'on appelle métabolique, avec l'apparition d'un problème au niveau des triglycérides, les graisses dans le sang, une tendance à développer un prédiabète ou un diabète, et tout ça va augmenter le risque d'avoir des maladies cardiovasculaires dans le futur. D'accord. L'obésité, c'est un vrai problème de santé publique, d'après ce que j'ai lu un peu partout. On en parle dans les journaux, à la télé, à la radio. Est-ce qu'on doit considérer l'obésité comme une maladie chronique ou est-ce qu'on la considère uniquement comme un facteur de risque justement des maladies cardiovasculaires ? Non, l'obésité, elle a été définie comme étant une maladie chronique qu'on essaye de plus en plus de faire reconnaître comme telle. Ça entraîne de très nombreuses complications et ça concerne actuellement un peu plus de 17% de la population française. Donc c'est un vrai problème de santé publique et comme ça entraîne des complications, il est très important de pouvoir la prendre en charge en amont de l'apparition de ces complications. D'ailleurs, il y a une nouvelle définition qui a été proposée en début d'année où en fait on parle de stade préclinique et de stade clinique avec le stade préclinique, c'est l'existence d'une obésité non compliquée et le stade clinique, ce sera une obésité compliquée de maladies. Et il y a de très nombreuses maladies, on a plus d'une vingtaine de maladies associées à l'obésité. D'accord. On peut les citer à peu près ou par classe ? Alors, typiquement, on va avoir les maladies métaboliques, le diabète, la dyslipidémie, l'augmentation du taux de cholestérol ou de triglycérides. On peut avoir des maladies ostéo-articulaires, l'arthrose. On peut avoir les maladies pulmonaires, l'apnée du sommeil, la difficulté à respirer, l'insuffisance respiratoire. On peut avoir des maladies cardiologiques comme l'insuffisance cardiaque. Ça peut aussi entraîner des pathologies chez la femme. Typiquement, ça peut favoriser le développement de troubles de l'ovulation, des fausses couches et des complications pendant la grossesse. Ça peut favoriser aussi certains types de cancers. Et au niveau infectieux, on sait que les patients en situation d'obésité sont exposés à des formes plus sévères, soit de grippe par exemple ou d'infection par le Covid-19. Exactement, on s'en souvient au moment du Covid-19. Ça joue aussi sur la fertilité ? Alors, directement, non. Par contre, le fait d'être en situation d'obésité, ça peut entraîner des troubles du cycle et donc du coup une moins bonne ovulation et ça peut entraîner des troubles du coup de la fertilité chez la femme. Alors, le mécanisme a l'air relativement complexe. Moi, personnellement, je connais des gens qui mangent 2 fois plus que moi et qui sont maigres comme des je ne sais pas comment dire d'ailleurs, des cannes de serin, alors que d'autres mangent peu et pourquoi c'est une telle différence ? Est-ce que c'est lié uniquement à ce qu'on avale ?
Non, c'est absolument pas lié uniquement à ce qu'on avale. Il y a énormément de facteurs qui rentrent en ligne de compte dans le développement d'une prise de poids et d'une obésité. Donc effectivement, l'alimentation, c'est un des facteurs. Effectivement, l'activité physique présente ou absente plutôt, c'est un facteur, mais il y a aussi de multiples facteurs autres, comme la génétique parfois, les antécédents familiaux, l'environnement, de multiples facteurs. Et en fait, c'est très réducteur de limiter le développement d'une obésité à juste l'absence d'effort alimentaire et l'absence d'effort sur l'activité physique. Donc, si je comprends bien, c'est une maladie chronique multifactorielle. Et la génétique joue aussi dedans? Oui, alors il y a c'est sûr que si on a toute la famille qui est en situation d'obésité, on a un peu plus de chances de développer une obésité. Et puis, il y a aussi les rares cas d'obésité dite génétique. Donc, on a des mutations génétiques sur certains gènes de molécules impliquées dans la régulation de la prise alimentaire. Et en fait, ça peut se dépister à l'interrogatoire ou quand nous, on interroge les patients sur leur histoire pondérale, l'âge auquel l'obésité a commencé, en fait, ça peut nous donner des indications. Et dans ces cas-là, en fait, on peut faire une recherche génétique. Alors, ça ne se fait pas comme ça au laboratoire. Il faut aller dans des centres spécialisés d'obésité où on peut avoir une consultation avec des médecins spécialisés qui connaissent bien la génétique. On fait une prise de sang et après de nombreux mois, on peut avoir un résultat. Alors, ça ne va pas forcément changer grand-chose sur la prise en charge, puisque pour beaucoup de ces génétiques, en fait, on n'aura pas de traitement spécifique. Mais dans de rares cas, on peut avoir accès à un traitement très particulier qui s'appelle le 7-mélanotide, qui va aider à la perte de poids en cas d'obésité génétique prouvée. Est-ce que dans une famille, il y a quelqu'un qui peut naître un peu plus gros que les autres? Est-ce que le fœtus plutôt plus gros chez la mère est un signe de future obésité chez l'enfant? Alors, c'est plutôt le fœtus plus petit. Ah bon? Voilà, donc c'est plutôt les patients qui ont eu un retard de croissance, donc un petit poids de naissance, qui vont être plus à risque de développer une obésité à l'âge adulte, en fait. Est-ce que ça peut être lié aussi à certains médicaments? Alors oui, il y a quelques maladies hormonales qui peuvent favoriser le développement d'un surpoids, d'une obésité, comme par exemple la sécrétion anormale de cortisol dans le cadre de pathologies. On reviendra peut-être là-dessus, les maladies de Cushing ou le syndrome de Cushing. Effectivement, certains médicaments comme les neuroleptiques qu'on peut donner dans certaines pathologies psychiatriques peuvent entraîner des troubles du comportement alimentaire et favoriser le développement d'une obésité ou encore certains antidépresseurs. Alors, comment prendre en charge l'obésité à notre époque, là, maintenant? Alors, c'est une prise en charge complexe, multidisciplinaire, qui fera intervenir plusieurs personnels soignants. Donc, il y a déjà, en fait, l'apport d'un diététicien qui va expliquer comment manger correctement. Et il faut vraiment choisir un diététicien qui est bien formé, qui ne va pas aller vers un régime restrictif. Il ne faut pas interdire certaines catégories d'aliments. Il faut avoir un bilan médical avec un médecin, soit endocrinologue spécialisé dans la prise en charge de l'obésité, soit un médecin nutritionniste qui va faire le bilan des complications liées à l'obésité. Et puis, on peut aussi être amené à parler d'une consultation psychologique pour aider en fait les patients à avancer dans leur parcours de soins. Et puis, il y a l'activité physique. Et dans ces cas-là, on va plutôt parler d'activité physique adaptée où le but est en fait de faire bouger les gens, d'initier le mouvement en fonction de leur capacité et en augmentant au fur et à mesure. Alors, quel est exactement l'effet de l'activité physique, justement, chez l'obèse qui se met à avoir une activité physique? Alors déjà, c'est se mobiliser et pas rester chez soi toujours, mais sortir, marcher, déjà juste se mobiliser. Et puis après, le but de l'activité physique, il va être aussi dans le développement d'une masse musculaire. Donc on va associer c'est pour faire du renforcement musculaire. Et puis au-delà de ça, on peut essayer de faire des exercices de cardio, parce que c'est la cardio qui va permettre de dépenser et de brûler un peu plus de calories. Maintenant, sur une journée entière, la dépense énergétique liée à l'activité physique, elle est quand même assez faible. Donc en fait, il ne faut pas imaginer perdre beaucoup de calories et entraîner une perte de poids importante en faisant juste du cardio. Alors, et on ne risque pas, justement, en faisant un peu d'exercice, ça peut donner faim, non?
Et donc essayer de compenser en mangeant plus, du coup. Bon, c'est pas une bonne idée, en fait. Euh, Ou Ça alors dépend du peut-être en niveau. mangeant. Maintenant, si quelqu'un va faire 7-8 heures d'activité par jour, effectivement, il va avoir des apports alimentaires qui vont devoir être augmentés parce qu'il va avoir une dépense D'accord. énergétique importante. Maintenant, en fonction du patient, si déjà on peut se mobiliser et marcher 20 à 30 minutes 3-5 fois par semaine, c'est déjà très bien pour commencer. Et non, on n'aura pas besoin d'augmenter ses apports alimentaires. J'ai eu l'occasion de travailler justement avec le service de l'hôpital Bichat par rapport à l'obésité je réalise les tests d'effort de ces patients-là et j'ai réalisé qu'il y a vraiment deux profils. Il y a les anciens sportifs qui sont devenus gros, je ne sais pas pourquoi, souvent à partir d'un événement d'ailleurs plus ou moins traumatique, voilà. Et puis les autres, ceux qui n'ont jamais fait de sport. Et leur profil est vraiment extrêmement différent à l'effort. Ouais. Et est-ce que ça s'explique, ce mécanisme-là? Non, je l'ai constaté, mais je n'ai pas d'explication à donner. Pourquoi? Bah, je pense qu'un ancien sportif, il a quand même eu des capacités à un moment donné qui se sont développées. Oui. Et donc, il a été habitué à faire un effort physique. Quand on n'a jamais fait de sport, forcément, une épreuve d'effort, C'est ça va être difficile. compliqué à réaliser. Ouais. Il y a aussi le fait, je pense, que ils ont gardé une masse musculaire importante, ces obèses-là, par rapport aux autres. Et ils sont capables de faire des tests d'effort relativement hauts en énergie. Ouais, ça, c'est tout à fait possible. Ouais, donc ils ont gardé une masse musculaire, je pense. Et leur alimentation, à l'époque où ils étaient souvent d'ailleurs des champions dans leur catégorie, ils avaient des apports caloriques extrêmement importants. Surtout à base de sucre. Alors, c'est souvent un des soucis chez les patients qui ont fait du sport, que ce soit à haut niveau ou à moindre niveau. En fait, effectivement, quand on les écoute, quand ils nous racontent leur histoire pondérale, il y a souvent un moment donné où finalement ils ont arrêté de faire du sport. Alors, le plus fréquent, c'est quand on passe dans la vie active. On a beaucoup moins de temps pour le loisir ou quand on commence des études qui demandent énormément d'implications. Et du coup, ils n'ont pas forcément une diminution de leur apport alimentaire, mais ils ont une diminution de leur activité physique. Et en fait, la prise de poids, elle s'installe progressivement dans le temps. Alors, il y a une autre question qui est importante. Est-ce qu'on a du nouveau pour le traitement? Donc, tu nous as dit une prise en charge multidisciplinaire. On a vu diététicienne, psychologue, l'enseignant en activité physique adaptée. Mais est-ce que le médecin, maintenant, lui-même, il y a du nouveau pour traiter l'obésité? Bah oui, on a du nouveau. On a du nouveau depuis un peu plus de 4 ans. On a eu les médicaments qui s'appellent les analogues du GLP-1, qui sont des molécules qui étaient et qui sont toujours utilisées en fait dans le diabète, qui ont démontré une efficacité dans la perte de poids et qui sont sortis sur le marché actuellement dans l'indication perte de poids. Obésité. Donc, on a actuellement 3 molécules sur le marché français. On a le liraglutide sous le nom de Saxenda, on a le semaglutide sous le nom du Wegovy, on a le tirzépatide sous le nom de Mounjaro. Ces 3 molécules sont indiquées en deuxième intention, c'est-à-dire après échec d'une prise en charge médicale pluridisciplinaire d'au moins 6 mois, et indiquées chez des patients selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé, chez des patients qui présentent une obésité soit dite de niveau 2, soit dite de niveau 3. Alors les niveaux d'obésité, ça peut paraître un peu complexe comme ça quand on en parle, mais c'est en gros un nouveau moyen qui a été établi par la Haute Autorité de Santé pour établir un degré de gravité de l'obésité et ne plus se contenter simplement de se reporter à l'IMC, ce rapport dont on a parlé tout à l'heure. Parce qu'on peut avoir un IMC entre 30 et 35, mais avoir des complications déjà installées. Et donc, dans ces cas-là, on passe sur ce qu'on appelle un niveau 2. Typiquement, le niveau 2, voire le niveau 3, ce sont des patients qui ont des IMC supérieurs à 35, avec ou sans complications. D'accord. Et donc, à part les médicaments? À part les médicaments, on peut aussi avoir recours à la chirurgie bariatrique. La chirurgie bariatrique, c'est une chirurgie qui existe depuis plusieurs années, et alors là, qui va venir normalement après les médicaments. Donc, c'est vraiment un recours de dernière intention qui a des indications bien particulières. Donc, soit sur des IMC supérieurs à 40, soit chez des patients qui présentent un IMC supérieur à 35, avec certaines comorbidités qui ont été redéfinies il y a environ 2 ans.
D'accord. Et ça consiste en quoi, cette chirurgie? Il y a plusieurs types de chirurgie. Donc, il y a soit la pose de ce qu'on appelle un anneau gastrique, mais c'est maintenant très peu répandu en France. On en fait très peu actuellement. Il y a deux grands types de chirurgie actuellement qu'on va proposer. C'est soit la sleeve gastrectomie, c'est-à-dire une réduction de la taille de l'estomac. Littéralement, on coupe l'estomac. Il y a une partie de l'estomac qui est retirée et on réduit énormément sa taille. Donc, c'est dit une technique restrictive, c'est-à-dire qu'on va empêcher en fait d'avoir un volume trop important dans l'estomac. Et puis on a le bypass en Y, qui est une technique double, à la fois restrictive parce qu'on crée une petite poche de l'estomac, et puis en fait par des systèmes de montage au niveau du tube digestif, on va créer un certain degré de malabsorption, c'est-à-dire que les aliments vont éviter de passer dans certains endroits du tube digestif pour éviter d'être absorbés. Et du coup, on va pouvoir aider à la perte de poids, un, en limitant la quantité d'aliments, et deux, en limitant l'absorption des aliments. Ouais. D'accord. Est-ce qu'on peut regrossir après un épisode de chirurgie, par exemple, ou même de traitement médicamenteux? Bah oui, en fait. C'est comme on l'a dit tout à l'heure, l'obésité, c'est une maladie chronique qui est même récidivante et adaptative. Donc c'est pas juste je prends un médicament, je vais perdre du poids et je m'en Et je soucierai m'arrête. plus Ouais. jamais. Ou pareil, je fais une chirurgie, je ne me soucie de rien, je vais me perdre du poids et ça reviendra jamais. Au contraire, c'est une maladie chronique. Donc toute la vie, les patients vont devoir faire attention à leur alimentation, attention à leur activité physique, potentiellement discuter avec la psychologue, voir les APA, voir les médecins. Et puis, quand on a des courbes de poids, ça existe maintenant, les courbes de poids prédictives sur la chirurgie bariatrique. C'est les courbes dites SOFIA qui sont disponibles sur Internet. On voit bien que quelle que soit la technique chirurgicale utilisée, que ce soit la sleeve ou le bypass, eh ben, il y a une reprise pondérale, moindre effectivement, mais il y a une reprise pondérale à distance de la chirurgie. Et c'est pareil pour les médicaments. On pense bien qu'il y aura une reprise pondérale. Mais ça, on a beaucoup moins de données sur les médicaments que sur la chirurgie. Mais on s'attend pour certains patients à des reprises pondérales. Ça commence à être montré dans certaines études, en fait. Donc un message pour tous les obèses qui refusent de l'être, c'est que c'est un long combat, c'est ça, et il faut qu'ils s'y préparent, mais c'est un combat qu'ils peuvent gagner quand même. C'est un long combat. Il faut surtout arrêter de se culpabiliser. Je pense que c'est extrêmement important. Il faut que les Ouais. patients arrêtent de culpabiliser en se disant que tout est de leur faute. C'est souvent multifactoriel, donc non. Ils sont souvent pleins de motivation, extrêmement... ils ont une énorme volonté de perdre du poids, en fait, quand ils viennent nous consulter. Et que avant, on avait juste les règles hygiéno-diététiques, on va dire, puis est venue la chirurgie, et maintenant on a en plus les médicaments. Donc on est vraiment dans une nouvelle ère pour la prise en charge de l'obésité où on va peut-être pas arriver à promettre à tous les patients d'avoir une perte de poids maintenue et avoir un IMC normal. Moi, ce que je dis aux patients, c'est qu'on n'est pas là pour leur rendre un IMC normal, mais on est là pour leur faire perdre du poids de façon prolongée pour éviter le développement des complications. Et on a de nouveaux outils thérapeutiques actuellement, effectivement, qui nous permettent d'être plus efficaces qu'avant. Merci beaucoup Géraldine, c'était passionnant. Merci.